Ouais. Alors, film, je serais clairement V for Vendetta. Sous ce masque, il y a plus que de la chair. Sous ce masque, il y a une idée, monsieur Creedy. Et les idées sont à l'épreuve des balles. Santé Céline. Santé Patrick. Bienvenue à l'apéro du chef. Merci. Alors, aujourd'hui l'apéro, ça va être sous le signe, comment on pourrait dire, du courage, de la détermination, du handicap, parce que je reçois une femme entrepreneur avec un parcours totalement atypique, Céline. Je te laisse te présenter parce que je pense que tu es la meilleure personne pour te présenter. Très bien, écoute, par quoi commencer? Donc, moi, comme tu l'as dit, aujourd'hui je suis entrepreneuse. La particularité, c'est qu'en plus d'être une femme, je suis en situation de handicap et je suis donc déficiente visuelle de naissance. Quand je suis née, j'avais déjà un glaucome congénital. Voilà, on se fiche un peu finalement de la problématique ophtalmologique technique, mais en gros, à la naissance, j'étais quasiment aveugle. On a dû m'opérer déjà à 3 mois. J'ai pu récupérer une partie de la vision. J'ai vu à peu près à 40% jusqu'à un tout petit peu avant mes 30 ans. Et 6 mois avant mes 30 ans, mon glaucome a décompensé de nouveau. J'ai dû être opérée, réopérée, réopérée 6 fois en une année à peu près. Et à ce moment-là, j'ai perdu plus de vision qu'avant. Je vois aujourd'hui sans mes lunettes à environ 15%, avec les lunettes 25, 30 si j'ai vraiment je m'applique. Et le fait est que du coup, suite à ces nombreuses opérations et à la diminution de ma vision, j'ai dû notamment apprendre à utiliser la canne blanche. Oui, je ne l'ai pas vue. Non, elle n'est pas cachée. Regarde, elle est là, elle se plie. Moi, je cherchais un labrador en fait, mais... J'aurais pu, mais je n'ai pas de chien guide. D'accord. Comme quoi les clichés. Hein. Justement, on va en profiter pour en casser pas mal de clichés. Ok. Donc, moi j'ai un peu lu ta biographie, ce genre de choses. Comment avec 30% de vue, on arrive à devenir journaliste? Qui nécessite pour moi beaucoup d'écrits, beaucoup de recherche visuelle. Du coup, quand on fait de la recherche, tu peux nous expliquer comment tu as réussi? Bien sûr. Alors en fait, il se trouve que moi, avec 40% de vision, j'ai toujours lu en fait, malgré ma basse vision. Alors je devais pour ça m'approcher extrêmement près du texte. J'avais toujours un œil qui me servait pour la lecture et un œil qui me servait pour la vision, le repérage dans l'espace, disons. Et mon œil de lecture, vous voyez bien, mais de près. Donc du coup, j'étais toujours très collée au texte. Parfois, j'avais besoin d'agrandissement à 3, par exemple, à l'école. Mais par contre, ça ne m'a jamais empêché de lire. J'ai toujours été une très très grande lectrice. Aujourd'hui, j'arrive plus à lire un livre de poche, je dois avoir des moyens auxiliaires pour ça, des loupes, etc. Mais pendant toute la durée de mes études et pendant toute la période de ma vie où j'étais journaliste et enseignante, j'arrivais à voir de près, parfois en me penchant beaucoup, etc. Du coup, ça implique des fois d'autres soucis, posturaux, etc. Mais j'ai pu mener mon master en lettres à l'Université de Genève sans aucun problème, de manière assez brillante. J'ai pu ensuite effectuer en parallèle mon certificat de journalisme en presse écrite et multimédia, la même chose. Et ça ne m'a jamais empêché de travailler ni dans le journalisme à l'époque, ni dans l'archivistique, qui est parfois encore plus contraignante de manière visuelle, parce qu'il faut des fois aller chercher dans des fichiers manuels ou lire de l'écriture manuscrite ancienne, donc c'est des fois un peu plus difficile à ce niveau-là. Après, j'ai découvert mes limites aussi là-dedans. Je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'était aussi très très fatigant pour moi de toujours compenser et puis de me donner à fond dans ce déchiffrage. Mais pour ce qui est de la lecture papier ou même à l'écran, ça m'a jamais posé aucun souci. Ok. Tu as été enseignante pour des petits-enfants, pour des grands-enfants, je dirais des grands-enfants, oui, j'étais enseignante au secondaire 1. Ok. Moi, j'étais pas titulaire, j'étais enseignante suppléante, remplaçante longue durée, etc. Mais j'ai fait ça pendant de nombreuses années, autant au secondaire 1 qu'au secondaire 2, donc cycle d'orientation, collège, école de com, etc. Et puis après, j'ai enseigné aussi à l'école de journalisme de Genève, les techniques journalistiques, et j'étais responsable pédagogique des enseignements pour les élèves de première année à l'école de journalisme de Genève pendant 1 an.
Et alors évidemment, là aussi, on se rend compte que la basse vision a ses limites, hein, parce que oui, certes, j'étais tout à fait capable de transmettre, mais après, pour contrôler la tricherie en classe Oui, des voilà, élèves de 15 ans, quand tu fais une série A, une série B, que tu sépares les bureaux, que tu tournes entre les bureaux, qu'ils arrivent toujours à tricher, que tu vas voir ensuite le directeur et que tu dis, écoutez, là, vous voyez bien, lui, il a répondu à la question qui correspondait au même numéro, mais c'est pas du tout le même énoncé. Vous voyez bien que c'est de la triche et qu'on te dit, ah ben non, si vous le prenez pas sur le fait, on peut pas le sanctionner. Ah là, j'ai dit, bon, bah écoutez, là, je crois que nous atteignons les limites de mes capacités, parce que je ne le verrai probablement jamais sur le coup, mais par contre, là, j'ai les preuves réelles, je peux rien faire de plus, je pense qu'il faut que je fasse autrement. D'accord. Mais de toute façon, tu penses pas que le tricheur, il sera forcément tricheur? Ah bah le tricheur sera forcément tricheur, Mais quoi est-ce que qu'il le arrive. fait que c'était plus facile de tricher a poussé par exemple celui qui ne trichait jamais à un peu lorgner ou pas? Je suis pas sûre, parce que finalement, les gamins qui ont un bon fond, ils ont toujours un bon fond. Et puis finalement, à l'époque, j'avais pas la canne blanche et tout, donc ils voyaient simplement que je voyais mal. Puis voilà, ça reste des ados. Enfin, je veux dire, ils profitent des failles de tout adulte qui se respecte, hein, que ce soit moi qui vois mal ou d'un prof qui a moins d'autorité. Puis alors, évidemment, quand on débute, qu'on voit mal et qu'en plus on n'a pas trop d'autorité, là c'est un combo quand même. Mais ça tu as forge. survécu. Mais tu as survécu. Ah oui, j'ai survécu, la preuve, je suis encore là. Très bien. Et quel a été le déclic pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, en fait, j'avoue que c'est pas du tout le cliché de l'entrepreneuse qui ne peut pas supporter d'avoir une hiérarchie, et puis, parce qu'il y en a, hein, ça existe aussi. J'en fais partie, j'aime pas l'autorité. Je suis pas une grande fan de l'autorité non plus, mais j'ai aucun problème d'avoir des chefs compétents en fait. Le problème, c'est que parfois, c'est pas le cas. Ou, voilà, je ne juge absolument pas ceux que j'ai eus par le passé, mais disons que j'aime bien avoir la main sur le processus complet et puis me dire que vraiment je contrôle quelque chose de A à Z quand je le fais. Et j'aime pas cette impression de faire partie du rouage d'un système en fait. Et j'ai travaillé en petite et moyenne entreprise, ça me convenait aussi assez bien. Et on peut parfois travailler dans des très grandes structures avec des personnes qui sont extrêmement compétentes et où on a quand même l'impression que ce qu'on fait sert à quelque chose. Mais j'avais vraiment ce besoin de quête de sens en fait, et puis de faire quelque chose où j'avais l'impression que le fruit de mon travail, je récoltais directement les fruits de mon travail en fait, c'est ça. On s'est souvent accaparé tes lauriers, enfin des lauriers qui auraient dû te revenir. Oh, je dirais pas ça, de manière générale, ça a sûrement pas souvent été le cas, alors ça a certainement été le cas de temps en temps, mais moi je fais pas trop cas de ça, parce que je veux dire, ça arrive partout, hein, et puis ça, qu'on soit en situation de handicap ou pas, pour le coup, on va certainement toujours un jour tomber sur un petit chef ou une chef intermédiaire qui va se dire « Ah, c'est le boulot de la stagiaire », ça arrive souvent quand on est stagiaire, ça d'ailleurs. On fait le boulot et puis après on dit « Ah oui, alors nous avons fait… » Oui, non, alors c'est pas toi qui l'as fait, c'est moi, mais c'est pas grave, je veux bien concevoir que parce que je suis stagiaire, mon travail n'a pas la même valeur, mais à un moment donné, j'aime bien qu'on rende à César ce qui est à César. Qu'on soit stagiaire, employé ou cadre d'ailleurs, hein, la question est la même pour toutes, pour tous. Et pour toutes aussi d'ailleurs. Donc en fait, non, c'est pas cette incapacité à accepter l'autorité, c'est autre chose qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais, complètement. Ouais. Mais j'avais envie de faire bouger les choses en fait, et puis je me rendais compte qu'en faisant partie d'une structure, souvent on est un peu pieds et poings liés selon où on se trouve. Et à un moment donné, je me suis dit, mais zut, j'ai des compétences, moi j'ai envie d'être polyvalente, j'ai envie de toucher à tout et tout, ça m'éclate ça dans la vie de faire plein de choses et puis de me challenger et d'apprendre des nouvelles choses. Et souvent, quand on est en poste dans une entreprise, au bout d'un moment, on atteint la limite de son cahier des charges, de sa diversification. Et puis du coup, je me suis dit, mais ça, je crois que j'ai toujours eu la fibre d'entreprendre. En fait, j'aime ça, je suis curieuse, j'aime apprendre et puis j'aime me challenger. Et là, je me suis dit, ok, il faut y aller, quoi. Mais donc du coup, tu as lancé ta boîte qui s'appelle Vision positive. D'accord. Oui, parce que j'ai joué sur les mots. Ah oui.
Donc ça consiste en quoi, Vision Positive? Alors écoute, aujourd'hui, Vision Positive, ça consiste déjà en des accompagnements de type coaching à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Ça peut être du coaching de vie, comme ça peut être du job coaching, et je me mets aussi beaucoup à disposition au travers de projets associatifs, notamment pour intégrer les personnes en situation de handicap, visuel ou pas, ou qui souffrent d'une maladie, pour qu'elles retrouvent un emploi en entreprise. Donc mon but, c'est aussi d'accompagner les RH, par exemple, en entreprise, pour l'adaptation de cahier des charges, à quoi elles doivent faire attention, comment aborder le handicap en entretien d'embauche, etc., etc. Et puis travailler avec les équipes en entreprise, en amont et après la prise de poste de personnes qui sont concernées par ces situations, pour que l'intégration se passe au mieux et soit facilitée, en fait. Ok. Tu vas pas un peu sur le créneau des EPI? Oui, bon, les EPI, moi je ne suis pas en concurrence avec les EPI, comme je ne suis pas en concurrence d'ailleurs non plus avec les autres institutions qui travaillent dans le milieu du handicap, notamment visuel. Je connais bien le microcosme du handicap, notamment genevois. Et d'ailleurs, je suis moi-même membre de la plupart des associations, j'y suis très très active. Donc non, mon but, c'est justement pas de travailler en concurrence, mais de travailler un maximum en réseau. Parce que je pense qu'on a tous des compétences et des savoir-faire professionnels et personnels qui peuvent et qui doivent être mis en application, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire à Genève et ailleurs en Suisse pour le handicap de manière générale et pour les personnes. Dire partout dans le monde en fait. Oui, oui, certainement. Des pays plus avancés. Est-ce qu'on est un bon élève en Suisse? Je ne dirais pas franchement ça, surtout en matière d'intégration de personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Que ce soit pousser les personnes à entreprendre par exemple, ou intégrer vraiment les personnes, que ce soit en situation de handicap physique ou sensoriel en entreprise. Bon, il y a quand même encore un sacré gap à combler. En France, typiquement, il y a des lois qui sont contraignantes pour les entreprises. Ils ont des quotas, par exemple, de 4% d'emplois à respecter. En Suisse, on n'en est pas du tout là. Alors bon, après, il y a des travers. En France, par exemple, il y a des entreprises qui préfèrent s'acquitter de l'amende et ne pas engager de personnes en situation de handicap. Mais au moins, disons qu'il y a quelque chose qui existe, une base sur laquelle s'appuyer. En Suisse, on n'en est pas là. Il y a une prise de conscience générale pour qu'une loi comme ça passe. Tout à fait. Je vais en parler de clichés tout à l'heure. Moi, je me dis qu'avec la vue que tu as, je pense que tu dois être entière AI ou quelque chose comme ça. Étant journaliste, tu pourrais dire, oh bah tiens, j'ai ma rente AI, je profite de ça. Et puis non, toi, allez, hop, je vais bosser, je vais me prendre toutes les difficultés qu'une femme entrepreneur ou une entrepreneuse va affronter, plutôt que d'être tranquille chez toi à l'AI. Bon alors déjà, je pense qu'il faut casser déjà une idée reçue. On n'est pas tranquille chez soi quand on touche une rente AI, parce que le maximum d'une rente AI, elle est plafonnée au niveau fédéral. C'est comme les rentes AVS, donc on peut avoir gagné 10 000 francs par mois toute sa vie si un jour on a un problème de santé ou une maladie, pas un accident, parce que pour le cas d'accident c'est encore différent. L'assurance accident de l'entreprise va compenser normalement jusqu'à à peu près 80% du salaire, je crois, je ne suis pas trop sûre de ça. Mais en cas de maladie, c'est très différent. La rente est plafonnée et le maximum d'une rente pleine en rente AI, c'est 2300 francs par mois. Donc on ne serait cool pas douce avec une rente AI, même pleine, si admettons qu'on soit considéré invalide à 100%, ce qui n'est pas du tout mon cas, on touchera maximum 2300 francs de rente AI. Donc nous, on se coule pas douce. Et puis moi en l'occurrence, alors oui, effectivement, j'ai eu un processus AI parce que en l'occurrence, je suis moins performante qu'avant. Disons que je fais les choses tout aussi efficacement, mais il faut parfois plus de temps pour les faire. Donc à ce niveau-là, l'AI m'a aidé. D'ailleurs, l'AI est très utile pour l'octroi aussi de moyens auxiliaires. Tout ce qui est matériel qui me permet de continuer à travailler justement aujourd'hui, que ce soit des machines des appareils de lecture qui me permettent encore de lire sur papier en agrandi, ou des logiciels qui permettent de lire ce qui se passe sur l'écran d'ordinateur. Enfin voilà, l'AI heureusement a ce rôle-là aussi, et en l'occurrence, moi j'en ai bénéficié pour l'adaptation justement de mon poste de travail en tant qu'entrepreneuse. Mais effectivement, j'ai certainement pas choisi la voie de la facilité. D'ailleurs, ils n'étaient pas très enthousiastes quand je suis arrivée en processus chez eux et que j'ai dit moi, je vais créer mon entreprise. Mais ça m'a pas empêché de le faire quand même. Pourquoi tu dis ça? C'est parce qu'ils se sont dit mais elle est
folle, celle-là, handicapée, enfin excuse-moi, situation de handicap et vouloir se lancer, mais en fait elle est doublement handicapée parce qu'il y a aussi... elle est folle. Oui, probablement. Non, mais c'est vrai que je pense que quand je suis arrivée chez eux, j'ai probablement pas été un cadeau pour ma conseillère AI, ni pour tous ceux qui ont eu affaire à moi dans l'institution, parce que je suis quelqu'un d'assez têtu, faut le dire. C'est un travers et en même temps parfois une qualité. C'est un must-have quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, je pense que c'est une très grande qualité quand on entreprend, ce n'est pas toujours une qualité dans d'autres situations de la vie. Mais là, en l'occurrence, ça m'a bien servi. Et moi, j'ai dit, non, bah, écoutez, oui, forcément, ils ne regardent pas forcément l'entrepreneuriat d'un très bon œil quand on est en process chez eux, parce que simplement aussi, pour une raison ou une autre, notre situation de santé se dégrade a posteriori de la mise en place du projet. C'est difficile pour eux de savoir si la détérioration du revenu, par exemple, est liée à la situation de santé ou au fait que parce qu'on est indépendant, on a moins de clients, etc. Donc en gros, je schématise, mais parce que c'est plus difficile pour eux, ils veulent pas qu'on le fasse. Donc ça nous met dans une situation de genre, on est handicapé, mais maintenant, vous allez trouver un boulot derrière un bureau, quoi. Et puis avec ça, vous devriez être content parce qu'au moins, on vous met derrière un bureau. Je caricature quand même. Oui, j'espère que tous les conseillers ne sont pas comme ça. Non, heureusement. Mais la mienne n'était pas comme ça non plus. Mais c'est vrai que moi j'étais très rentre dedans aussi. Et puis qu'à chaque fois qu'on me proposait une mesure alternative, je disais non, je veux faire ça. Et j'ai fait ça. Mais j'ai tenu bon avec beaucoup d'acharnement. Super. Et du coup, maintenant que tu fais ça, quel est le profil de tes clients? Écoute, au niveau de mes clients, j'ai à la fois pour le moment des personnes tout à fait ordinaires qui viennent se faire coacher chez moi pour des objectifs qui sont très variés. Ça va de j'aimerais créer mon entreprise à j'aimerais prendre plus confiance en moi ou j'aimerais investir l'argent de ma retraite en adéquation avec mes valeurs, par exemple. Et puis, tu fais aussi conseillère financier? Non, je ne fais. Alors non, je coach, je ne suis pas du tout conseillère financière. Mon but, c'est d'accompagner la personne vers quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qui fait sens pour elle, etc. Au travers de tout un tas d'outils. Non, je ne conseille pas. Le rôle d'un coach, ce n'est pas du tout ni de conseiller, ni de mentorer, ni d'être psy, parce que je ne suis pas une psy non plus. Mais j'accompagne, j'invite la personne en lui posant des questions à trouver les réponses qui lui correspondent à elle, en fait. Moi, j'apporte jamais les réponses en tant que coach. Ah non, c'est pas le but. C'est pas du tout mon métier, en fait. Et je ne conseille pas non plus. C'est pas ma casquette. Je peux le faire, mais si je le fais, je sors de ma casquette de coach. Et à ce moment-là, je l'indique clairement. Parce que je fais aussi du conseil en entreprise sur comment et de la formation sur comment adapter les supports de communication pour qu'ils soient accessibles, par exemple, que ce soit des PDF, des documents Word, des flyers, à quoi faire attention, quelle taille de caractère adopter, etc., etc. Pareil sur le web. Mais en l'occurrence, ça c'est pour le coaching, c'est typiquement le genre de client que j'ai. Mais au niveau de la clientèle, j'ai aussi beaucoup travaillé avec le milieu culturel. J'ai fait de l'adaptation de contenu, entre autres, pour certaines institutions comme le CERN. Le CERN a été mon premier client d'ailleurs quand j'ai lancé mon entreprise. On a adapté en fait certains postes de l'exposition permanente du Microcosme, qui se trouve à Mérin, dans le bâtiment principal du CERN, de manière à ce que les contenus soient déjà en partie audio-guidés, et puis que 4 stations clés vraiment de la présentation du LHC soient représentées aussi avec des maquettes tactiles. Donc c'est moi qui ai créé les contenus textuels qui allaient avec les maquettes. J'ai aussi travaillé en conseil sur les maquettes, qu'est-ce qui était bien, comment les placer, etc. Je ne l'ai pas fait toute seule en l'occurrence. Moi j'étais très axée sur le contenu, finalement la vulgarisation scientifique et puis l'adaptation du contenu pour l'audio guide. Et du coup, ça c'est typiquement un des mandats que j'ai pu avoir dans le milieu culturel. Et puis à côté de ça, je forme justement à tout ce qui est communication accessible. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, j'ai formé les collaboratrices de l'association Décadré
à la problématique. Donc Décadré est un lab genevois que tu connais peut-être qui est très axé qui est axé principalement sur la promotion de l'écriture inclusive et voilà, de la diminution des inégalités de genre, des violences faites aux femmes, etc. Et en fait, cette écriture inclusive pose énormément de problèmes aux personnes en situation de handicap, notamment visuel, parce que quand tu utilises un lecteur d'écran, par exemple, le lecteur d'écran, il te lit tout. Donc, quand tu as un E, entre parenthèses, S, tu as ouverture de la parenthèse E, fermeture de la parenthèse S. Et c'est très problématique pour nous, parce que ça alourdit considérablement et rend extrêmement pénible la lecture. Ah bah oui, Et je trouve que, en l'occurrence, pour cette écriture inclusive pose aussi problème à d'autres publics, pas seulement des personnes déficientes visuelles, c'est aussi le cas pour les personnes qui sont par exemple déficientes intellectuelles ou qui ont des difficultés cognitives. Et du coup, moi je voulais me former quand même à l'écriture inclusive parce que la thématique m'intéresse, je trouve que le débat est intéressant. Mais je me suis dit, mais quels sont les autres outils en dehors de l'utilisation de la ponctuation qui peuvent être utilisés et comment est-ce qu'on pourrait finalement trouver un compromis pour que cette écriture qui est dite inclusive mais qui, à mon sens, n'inclut que la question du genre et exclut tout un tas de publics de la lecture des textes, pour le coup, devienne une écriture inclusive et accessible. Parce que là, je pense qu'on a un problème de terminologie, en l'occurrence. Et, ok. Tu parlais de la culture, notamment avec le CERF. Comment tu trouves les musées genevois? On est adapté pour les personnes en situation de handicap ou il y a encore beaucoup de boulot? Il y a encore beaucoup de boulot dans la culture, malheureusement. C'est un peu notre fer de lance. On se bat beaucoup pour ça parce que aujourd'hui, il y a notamment un label qui existe, qui est promu en Suisse romande par Pro Infirmis, qui s'appelle Culture Inclusive, justement. Et pour que les musées et les institutions puissent prétendre à ce label, elles doivent répondre à tout un tas de normes, notamment faire en sorte que leur contenu soit facilement accessible pour le public en situation de différents handicaps. Mais aujourd'hui, franchement, c'est souvent très compliqué. Des visites adaptées ou même ce qui pose souvent problème quand on est déficient visuel au musée, c'est tout ce qui est sous vitrine, par exemple. Parce que ce qui est sous vitrine, on ne peut pas s'en approcher. Mais des fois, on a aussi des explications qui sont données à côté de la vitrine ou derrière la vitrine. Ce qui fait que si c'est derrière la vitrine, des fois, il faut contourner la vitrine et aller se pencher pour lire ce qui est écrit. Ce n'est pas toujours possible. L'éclairage, souvent, on est toujours dans un espèce de compromis au musée parce qu'il faut protéger les œuvres et donc il faut les éclairer, mais pas trop. Et du coup, alors pour nous, c'est souvent très problématique parce que l'éclairage crée souvent des situations de halo, par exemple, où les pièces sont mises en valeur, mais nous, on ne voit pas forcément bien où on marche aussi. Voilà, il y a vraiment différentes problématiques. Il y a beaucoup de choses. Et puis, en fait, il y a beaucoup de possibilités d'adaptation et d'amélioration. Typiquement, on peut envisager, entre autres, de rendre accessibles les contenus des affiches, par exemple, ou des panneaux textuels qui viennent en accompagnement des œuvres, de façon à ce qu'ils puissent, par exemple, être scannés avec un QR code et que la personne qui vient en autonome dans le musée puisse avoir accès à la version sur son téléphone. Et puis ça, à ce moment-là, ça peut être lu par une synthèse vocale, par exemple. Et ça, est-ce qu'il y a une volonté des musées à s'adapter Il y a quand même une volonté, ça bouge de plus en plus et Dieu sait qu'il y a des institutions qui militent beaucoup pour ça et heureusement parce que je pense que c'est un combat qui mérite vraiment d'être défendu parce que la culture, c'est quand même une vérité quand on est en situation de handicap quel qu'il soit. Ça devient parfois beaucoup plus compliqué d'accès, que ce soit le cinéma, le théâtre. Moi, je vais toujours au cinéma avec ma canne blanche, je suis une grande cinéphile. Et, ça ne surprend pas les gens. Oui, ça surprend toujours les gens, mais d'ailleurs, je suis connue maintenant au cinéma où je vais, au cinéma, dans les différents, parce que je ne vais pas que dans un seul, mais souvent les caissiers, évidemment, ils me reconnaissent. Ils disent, ah oui, vous étiez déjà là la semaine dernière. Oui, je reviens cette semaine. Mais bon, voilà, moi je vois encore sur le grand écran, je profite de ça. Des fois, je ne vois pas bien les sous-titres, par exemple, mais voilà, je me débrouille. Et puis j'ai toujours autant de plaisir à aller au cinéma, par exemple, comme j'ai toujours autant de plaisir à aller au théâtre, ou aller écouter un concert, ou voilà, plein d'autres choses finalement. Ouais, je suis en train de réfléchir justement.
pas dans le domaine de la culture, mais dans le domaine des sports, parce que tu sais, je suis président d'un club là, en discutant avec toi, je crois on est mauvais, et effectivement, non mais... Il faut faire appel à moi. Ouais, mais du coup, tu vois, effectivement, il y a un vrai business à prendre pour une boîte comme la tienne. Désolé d'utiliser le terme business et de l'allier à handicap, mais quelque part... Mais en même temps, je suis une entrepreneuse handicapée, en situation de handicap, et j'entreprends. Et c'est ça aussi qui, moi, m'embête beaucoup. Je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, tu vois, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lier business et handicap ? Aujourd'hui, il y a, à mon sens, une vraie problématique, c'est que la question du handicap est très chasse gardée du courant politique rose-vert. Et enfin, moi, je suis quelqu'un, de par mes aspirations et de par ce que j'ai envie de faire, je dirais que j'ai quand même le cœur assez à gauche. Mais par contre, je suis entrepreneuse aussi. Et je veux dire, il n'y a pas de raison. Les personnes en situation de handicap, elles sont comme les personnes qui n'ont aucun handicap, c'est-à-dire qu'elles peuvent être de tous bords, elles peuvent avoir 10 000 ambitions. Et puis, ces ambitions sont parfois un peu contraires à ce qu'on veut faire de nous avec des politiques plutôt sociales qui veulent qu'on soit des pauvres petits handicapés assistés. Et la vérité, c'est c'est vrai, certaines personnes qui souffrent de handicap lourd ou moins lourd, mais qui ne sont pas forcément très confiantes en elles, etc., ont besoin de cet encadrement, ont besoin de ce soutien, etc. Et c'est normal, et c'est tant mieux qu'il existe. Mais il y a aussi tout plein de personnes, qu'elles soient déficientes visuelles, en chaise roulante, ou sourdes ou malentendantes, qui ont des ambitions, qui ont des projets, qui ont des compétences aussi, et qui ont envie de les faire valoir autrement que dans la case qu'on a prévue pour eux, c'est-à-dire soit un gentil handicapé et travaille en institution protégée ou autre chose. Non, mais j'espère qu'on fait quand même... Enfin, je sais qu'on fait autre chose que des bougies en atelier protégé. Tu sais que t'es la deuxième Céline que je rencontre qui est... d'ailleurs, vous souffrez presque du même handicap, même si c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est vraiment formidable, c'est votre force de caractère qui ressort. Donc je parle de Céline Ventil, qui a eu aussi à l'Apéro du Chef. Vous êtes un peu les deux figures de proue de l'entrepreneuriat genevois pour les personnes en situation de handicap, non ? Disons qu'on se connaît, dans tous les cas. Céline, elle est beaucoup plus active sportivement parlant. Alors moi, c'est clair, moi je n'ai jamais été une sportive d'élite, je n'ai jamais revendiqué ça. Moi, c'est plutôt dans la tête. Alors je laisse le sport à Céline Ventil, elle fait ça beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai jamais couru que derrière le bus, et encore, je suis même pas sûre que je courais bien derrière le bus. Mais oui. Non ? Jamais, alors, conférencière, je l'ai jamais écouté. J'ai jamais eu l'occasion de l'écouter en live. Oui, moi effectivement, je mets en place des conférences, mais pour le moment, j'ai pas encore eu énormément de demandes en matière de conférences. Mais effectivement, là-dessus, j'ai un pendant un peu différent de celui de Céline, qui elle, est plutôt axée résilience sportive, etc. Elle a un parcours extraordinaire de remise aussi sur pied après son terrible accident d'équitation. Moi, Dieu sait que j'ai pas vécu ça et j'ai pas frôlé la mort en vivant le coma, mais c'est vrai que monter son entreprise alors qu'on est entre deux opérations, un peu des post-opératoires d'1 mois et demi, 2 mois à chaque fois, où on a tout juste le droit de se lever et à peine le droit de se moucher parce que sinon ça fait monter sa tension. C'est très contraignant et puis malgré tout, on l'a fait. Autant elle que moi, dans des domaines très différents. Et on a surpassé en fait nos difficultés. Et je veux dire, moi j'ai jamais vu mon handicap comme une faiblesse en fait. J'ai toujours considéré mon handicap comme faisant partie de moi. Enfin, je veux dire, c'était une maladie en l'occurrence à la base. Et je veux dire, ça ne me définit pas. J'ai autrement assez de compétences personnelles, professionnelles, une personnalité, des savoir-faire, puis une volonté aussi qui sont totalement à côté de la question du handicap. Je veux dire, c'est un point comme un autre dans ma personnalité et ça ne constitue pas qui je suis. Heureusement pas. Heureusement. Tout à fait. Le journalisme, ça te manque ? J'écris toujours un peu, je dois dire, parce que oui, j'aime écrire. Ouais, j'ai lu ton blog. C'est sympa. Je crois qu'il y en a 2. Il y a celui du temps, et puis je crois que j'en ai vu un autre où c'est un autre article sur le temps, je sais plus. Alors je pense que tu as dû lire celui sur l'illustré, parce que je n'ai pas d'article sur le temps, mais effectivement, actuellement j'en ai un officiel qui est effectivement sur les blogs de l'illustré, handicap, un autre regard en l'occurrence, et qui n'est pas très fourni, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers mois pour écrire, mais là ça va reprendre à partir de la semaine
semaine prochaine d'ailleurs, donc pour ceux qui ça intéresserait. Et justement, mon but, c'est justement de casser tous ces clichés autour du handicap en présentant différentes problématiques, puis en ayant parfois des points de vue un peu provoquants ou polémiques sur certaines questions. Notamment le fait que le handicap est une chasse gardée un peu rose-verte qui peut peut-être causer du tort à certaines personnes dans ces situations. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que oui, tu me demandais si le journalisme me manquait. Le journalisme, l'écriture ne me manque pas parce que je continue à écrire. Le journalisme en tant que milieu professionnel ne me manque pas du tout parce que c'est un milieu... C'est clair. Non, parce que c'est un milieu d'ego en fait, beaucoup. Et j'ai largement l'occasion de le fréquenter et j'étais pas en phase avec ça en fait. Moi, la chasse au scoop et puis savoir qui va faire le plus de likes... Ego au niveau des journalistes? Ego des journalistes en fait. Je pensais plutôt des nouveaux CEO, des groupes journaliers. Ah non, eux, je les connais pas. mais mais je trouve que c'est vraiment un métier au niveau des collègues en fait où c'est beaucoup d'ego. Et heureusement tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a beaucoup. Et moi ça me convenait pas du tout en fait. Je suis quelqu'un de beaucoup trop franc du collier, transparent. Enfin, je faisais ce métier par amour de l'écriture, par amour des rencontres, par plaisir de transmettre aux gens en fait. Et je reconnais plus du tout ça dans le métier aujourd'hui. Je trouve que je l'ai quitté un peu aussi, pas contre mon gré. En l'occurrence, j'en faisais plus tellement quand j'ai quitté la presse, mais c'est vrai que je pense que la presse d'aujourd'hui correspond pas à mon idéal de ce que peut être le journalisme en fait. Bon, on en a un peu discuté en off, mais oui, je crois qu'on partage un peu la même opinion sur ce qui est devenu malheureusement, et surtout la presse écrite. On a beaucoup abordé vision positive. Il y a quelque chose que j'aime bien à l'apéro du chef, c'est de faire le portrait de l'entrepreneuse sous la forme du portrait chinois. T'es prête? Ouais, je suis prête. T'as vu les autres émissions, hein? Oui, j'ai vu. Les questions sont un peu... Bon, on verra. Bon, la première, elle est facile, c'est toujours la même, c'est comment on devient chef? Comment on devient chef? Je dirais avec beaucoup de ténacité, de la persévérance et de la volonté. Et oui, il faut être têtu en fait. Oui, c'est vrai, tu me disais tout à l'heure, tu vois. En étant têtu, j'ai persévéré, j'y suis arrivée. Comment Céline se repose? Pas souvent. Non, je fais de la méditation en pleine conscience de temps en temps et puis je sais pas si on peut appeler ça du repos, mais un moment qui me permet de beaucoup lâcher prise aussi pour moi, c'est chanter bêtement, des fois dans ma cuisine. Là, je commence des cours de chant très futurement. Et puis, j'adore danser. Je suis danseuse depuis plusieurs années. J'ai pris des cours de groupe aussi. Et puis là, ma nouvelle éclate, c'est de faire du vintage solo jazz. D'accord. Donc, du coup, je m'éclate comme ça. Pour moi, le jazz est forcément vintage. Mais alors, ça tu apprends des routines, un peu Charleston, un peu, il y a plein de choses. Et puis moi, j'adore ça, j'adore danser. Et puis bon, je bouquine aussi de temps en temps. Voilà, je fais encore plein de choses. Mais oui, c'est pas vraiment du repos en fait de faire plein de choses, hein. Non, donc. C'est du repos pour la tête. Et parfois je dors. Oui, ça m'arrive. La nuit, je dors. Si Céline était une chanson. Ouh, je pourrais tellement de choses. Allez. Ah là là, celle que tu chantes sous la douche et celle qui te parle vraiment. Moi je dirais Je veux de Zaz comme ça. Parce qu'elle me donne toujours la pêche cette chanson. Ouais. Et puis je la trouve très authentique et puis c'est. Moi c'est un vrai. Ouais, mais même pas, parce que finalement, pour moi, elle a un grand fond de vérité, cette chanson. Ce qui me parle beaucoup dans cette chanson, c'est le fait que finalement, t'as pas besoin d'avoir grand-chose pour être heureux. Enfin, être toi-même, c'est déjà bien. Et puis moi, typiquement, en entreprenant, je rêve pas de devenir multimillionnaire. Je rêve de faire avancer les choses et puis de faire bouger le monde à ma façon, en fait. Et si en plus je deviens multimillionnaire, tant mieux, hein. Mais on parlait d'ego, non, chez les journalistes? Non, mais disons que c'est pas mon but en soi, tu vois. Sur ta table de chevet, quel bouquin on trouve là actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme bouquin en ce moment? Il n'y a pas si longtemps, je lisais Maître et serviteur de Bulgakov. Et puis dans la même semaine, j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit, la pièce de théâtre que je n'avais encore pas lue, tu vois. Okay. Et t'es pas dans le JK bashing en ce moment? Non, je suis pas dans le JK bashing parce que bon, voilà.
Ils peuvent la bâcher. Enfin, moi, ça me dépasse un petit peu, je dois dire. Enfin, puis je l'avais pas lu, j'aime bien Harry Potter, donc j'ai lu la pièce de théâtre, en audio, je précise, parce que du coup, voilà. Et puis, sinon, dans mes futures lectures, il y a le Décameron. Le Décameron. Ouais. Si t'étais un film, Alors ça, je pourrais en être plusieurs. Ouais, je pourrais être un dessin animé ou je pourrais être un film, mais disons, on va dire il y que... a les deux. Ouais. Alors, film, je serais clairement V for Vendetta, qui est un film qui Des m'a... sœurs Wachowski. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. C'est des sœurs. Et ce film a une puissance pour moi, quelque chose d'incroyable. J'adore certaines des tirades du film, notamment, notamment le fait qu'à l'époque ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement, mais que les gouvernements devraient avoir peur de leur peuple. Et cette tirade de fin où il se fait... non, je ne vais pas spoiler la fin, mais qui dit derrière cette armure, il y a une idée et les idées sont à l'épreuve des balles. Et en fait, ça me parle beaucoup. Je suis quelqu'un de très idéaliste et je me suis dit, ouais, voilà. C'est un film qui, moi, m'a beaucoup parlé à plein de niveaux, en fait. Malgré la violence. Oui, malgré la violence, mais je pense que c'est une violence qui fait réfléchir, en fait, parce que c'est aussi une réflexion sur est-ce que le terrorisme peut être utilisé, entre guillemets, pour de bonnes fins. Et il y a tout un questionnement, alors je ne donnerai pas la réponse ici, mais je trouve que c'est un film qui fait réfléchir et en soi, donc, du coup, puisque ça fait réfléchir, c'est à mon sens du bon cinéma. Tout à fait, et en plus il y a Nathalie Portman. Et en plus il y a Nathalie Portman, c'est vrai. J'ai longtemps été amoureux d'elle. Bon, elle a raison, hein. Elle est plutôt belle. Hein. Et douée. Et douée, ça aide. Et le dessin animé? Et si j'étais un dessin animé, je serais clairement La Belle et la Bête de Disney, première version, parce que je suis une grande fan inconditionnelle de La Belle et la Bête. Ça m'a toujours parlé, le côté waouh au-delà des apparences. Oui, bah voilà, je pense aussi pas pour rien, mais voilà, je suis une fan inconditionnelle de ce dessin animé. Et si t'étais un film bien pourri devenu culte? Ouf, alors ça c'est une question. Là, mais en fait le truc c'est que des films bien pourris généralement je les regarde pas parce que j'aime pas ça. Mais je sais pas si on peut dire que c'est un film bien pourri, mais c'est un film bien 45e degré que j'avais adoré à l'époque, c'était H2G2, le guide du voyageur galactique. Ouh, les caméras, non, je sais plus, c'est anglais ça. Et je sais plus de qui c'est, mais alors c'est vraiment. Pas les Monty Python. Non, mais c'est l'équivalent dans l'humour quand même, c'est assez proche, mais c'est complètement débile, mais complètement barré. Mais qu'est-ce que j'ai ri? Alors je pense que je rirais pas si je le revoyais une autre fois, mais ce truc m'a fait hurler de rire au cinéma. Une pièce de théâtre. Cyrano de Bergerac. Ah oui, 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 oui. Sans aucune hésitation. Genre la pièce que je connais par cœur, quoi, presque. C'est le personnage qui te plaît? Moi j'aime tout, je trouve que c'est une belle histoire, et puis c'est une magnifique écriture, et puis de nouveau j'aime bien le personnage, celui qui s'oublie pour l'autre, et puis bon voilà. Au-delà de son handicap. Oui, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Bon, ça finit pas très bien pour lui en l'occurrence, hein, mais voilà, mais c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée, que je continue à beaucoup aimer. Tu croises la gamine que tu étais à 16 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Je dirais, prends confiance en toi et continue à faire ce que tu es en train de faire. Ne t'applique peut-être pas autant à l'école, parce que finalement tu y arrives sans t'appliquer autant. Mais change rien à ton parcours, crois en tes rêves et puis crois en tes compétences aussi, parce que un jour ça va payer et ça payera. Donc, combien de classes, Céline? Ouais, alors moi j'ai un peu cumulé effectivement, assise devant par obligation parce que sinon je voyais pas grand chose, puis en plus j'étais un peu tête de classe, ouais, effectivement, enfin donc ça aide pas trop quand t'es ado pour question souffle-douleur au cycle d'orientation par exemple, mais bon, ma foi... Malgré le handicap, t'étais quand même la souffle-douleur? Ah ouais, bien sûr, je pense pas que c'était forcément que à cause du handicap, mais les premières années du primaire étaient pas tristes, quoi. Jusqu'à la fin du cycle, c'était pas toujours très marrant en classe. Mais bon, après, c'est aussi une question de prise de confiance en soi. Quand j'étais, jusqu'à 15 ans, j'étais l'ado qui frôlait les murs et puis qui se faisait pas trop remarquer. Après, j'ai commencé à ouvrir ma bouche et je crois que je l'ai plus jamais fermée depuis. Il fallait juste ouvrir les vannes. C'est ça. C'était une gourmandise. Oh. Je pourrais être plein de choses parce que je suis super gourmande quand même. Moi je pourrais être un éclair au chocolat, tiens. C'est un truc que j'aime bien, le petit péché mignon. Ouais, mais j'aime bien ça. Une bêtise faite ou rêvée que t'adorerais Alors ça c'est dur comme question.
Ah, une bêtise rêvée. Vous faites, hein, ça peut... Oh bah j'en ai sûrement. Mais j'étais plutôt sage en fait. J'en ai fait des bêtises mais pas à ce point. Ah je sais pas, genre ça me vient pas comme ça. Je dirais peut-être sauter tout habillé à la mer après une soirée bien arrosée pendant les Ça- vacances, tu vois. Ça, j'ose espérer que c'était une bêtise faite. Ouais, bah pas forcément dans la mer, dans la piscine peut-être. Dans le lac, on est à côté. Oui, ça a déjà été fait. Mais pas dans la mer. Pas tout habillé. Euh, L'entrepreneur et l'entrepreneuse qui te regardent là actuellement, quel conseil tu lui donnes? Tu leur donnes? Eh ben, le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est de croire en leurs idées et puis d'avancer pas à pas, petit à petit vers leur concrétisation, de ne pas voir la montagne énorme du truc à réaliser, mais de se dire voilà, qu'est-ce que c'est le premier pas que je peux accomplir et puis y aller comme ça, step by step, parce que en avançant petit à petit, on y arrive. Si tu étais le mot de la fin de cette interview, Ce serait un grand merci Patrick pour ton invitation dans cet apéro du chef que j'ai eu grand plaisir à partager avec toi et surtout continue à réaliser ces émissions parce qu'elles sont pleines de fraîcheur, tu mets les gens extrêmement à l'aise et puis voilà, tu es très doué pour ça je crois, donc continue. c'est l'apéro, je crois que ça détend les gens. Le concept est génial. Super. Je te remercie Céline. Franchement, ça m'a ouvert les yeux, qu'elle veut dire, notamment par rapport à ce que je dois entreprendre dans mon club et aussi dans mon entreprise, parce qu'avec mon agence de communication, justement, on n'y a jamais réfléchi, parce que lorsqu'on fait des flyers ou des visuels, donc je pense qu'on va se revoir. Ouais. Ah bah quand tu veux, avec grand plaisir. Super. Vive l'off.